Et là, tu te retrouves à l'autre bout du monde, tout seul, en Australie. J'avais quelques milliers d'euros d'économie, mais pas assez pour kiffer vivre. Tu passes de plus 150 000 euros à zéro. Et là, c'est très dur. Ce que j'ai apprécié avec ton parcours, c'est cette capacité que tu as à te mettre dos au mur et de foncer et de te dire en fait, il n'y a pas de plan B. C'est que malheureusement, mon père avait une société et il travaillait avec ma mère. Comme tout entrepreneur, tu peux faire des fautes de gestion financière. C'est ce qui est arrivé. J'ai vu en fait notre maison partir saisie aux enchères. Moi, c'est le développement personnel qui a sauvé ma vie. Et tout entrepreneur, pour lui, la meilleure chose que je lui dirais, c'est que les premiers dollars qu'il faut qu'il investisse, c'est sur lui. Salut tout le monde, alors je suis en présence ici de Boris qui va pouvoir se présenter dans 2 minutes. Bienvenue sur ce podcast, un podcast où je suis pas avec mes acolytes Mathieu et Quentin. On est parti pour une belle heure justement avec un entrepreneur de la Côte d'Azur, quelqu'un que j'apprécie fortement, que j'ai rencontré il y a quelques années de ça, avec qui on passe beaucoup de temps à la salle de muscu, souvent en train de faire du sport, mine de rien. Et du coup, il a énormément à nous apporter. Il n'est pas du tout dans l'équipe Herbalife, distributeur. Il est entrepreneur dans l'immobilier. Mais il y a énormément de choses qu'il fait super bien ici sur la Côte d'Azur qui peuvent vraiment intéresser tout type d'entrepreneur. Alors le but pour moi, c'est de lui tirer un petit peu les verres du nez, de passer un excellent moment. Vous savez que dans ce podcast, Raw, c'est vraiment à l'état brut. Il n'y a pas de chichi. On est là vraiment pour discuter comme si on était finalement à la salle de muscu, Boris. On est en train de se faire une bonne séance pec ou épaule dos comme hier, tu vois. Et on est parti pour parler sur plein de sujets qu'on adore élaborer ensemble. Donc pour commencer, Boris, qui tu es? Alors déjà, merci Florent de me recevoir ici dans votre podcast Raw. Je vais déjà commencer par remettre un doute pour toutes les personnes qui se regardent si la caméra est en double ou pas. Non, avec Florent, nous ne sommes pas jumeaux, nous ne sommes pas frères, mais il paraît qu'on a déjà de ressemblances. On peut pas aller jusqu'au point de dire qu'il n'y a pas de sang, peut-être à un moment donné. En plus, on vient presque du même endroit. Tu es de Valence, mode Grenoble, donc bon, on va lever tout doute. Pas de lien de parenté apparemment, mais on se ressemble énormément en effet. Exactement, donc d'où je viens, Florent, écoute, je viens de Valence, à la base, une petite ville dans la Drôme, au sud de Lyon, d'une famille tout à fait traditionnelle, et je suis joueur de rugby là-bas à Valence à l'époque. Un rugby, donc dès le début, tu as voulu te mettre dans les sports de contact ou t'es ouais, exactement. C'est quelque chose en plus tout de suite. En fait, c'est un petit village au sud de Valence. Tu as 2 choix là-bas. C'est soit tu es une fille, tu vas à la danse, soit tu es un garçon, tu vas au rugby. Donc, c'est ce que faisaient tous mes cousins. Donc, j'ai suivi tout simplement le lien familial. Le rugby. Et du coup, maintenant que tu es sur Nice, et j'imagine qu'il y a eu pas mal de péripéties avant d'arriver à Nice, qu'est-ce qui t'a attiré déjà sur cette ville et sur Nice? Pourquoi tu n'es pas resté finalement à Valence? Oula, alors là, va falloir repartir au début de l'histoire, parce que sinon, les gens vont rien comprendre. Pour savoir, au début, donc j'évolue dans cette ville à Valence, et il y a quelque chose qui me plaît absolument, c'est à la base les États-Unis. Je regarde le football américain. Je me voyais moi aussi avec la veste un jour aux États-Unis. T'as regardé Smallville ou pas? J'ai regardé pas Smallville, mais plus American Pie. Et je voulais absolument partir aux États-Unis. Sauf que le problème que j'ai à 21 ans à Valence, c'est que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, je suis un étudiant, je suis commercial dans les bouchons d'oreilles pour les équipements de protection. J'ai enchaîné les échecs scolaires. On peut pas dire que j'ai fait de grandes études. Pour le coup, en revanche, j'ai une sœur jumelle, tu vois. Et ma sœur jumelle, elle a hérité du cerveau. Et moi, j'ai hérité de la bêtise. Et des muscles. et des muscles plus tard. Donc, j'essaie de trouver une solution pour vite pouvoir déjà partir de Valence, parce que j'ai pas envie de passer ma vie à vendre des bouchons d'oreilles et à être commercial et à toquer aux portes des sociétés toute ma vie. Donc, je décide d'aller à la banque pour faire un prêt étudiant. Parce que j'ai trouvé une université à Los Angeles qui me prend uniquement avec un visa étudiant. Et c'est une des seules façons d'ailleurs pour avoir un visa aux États-Unis au début à 21 ans. Ils te prennent parce que tu avais des capacités particulières? C'était pour Aucune, j'ai tout bluffé. En fait, je sortais avec mon BTS commercial en poche. Je voulais aller là-bas, les visas de travail c'était trop compliqué, ça demandait beaucoup d'argent. Et la banque, du coup, je leur ai dit écoutez, c'est simple, j'ai une université qui me prend à Los Angeles pour étudier pendant 1 an, il me faut 25 000 euros de crédit, est-ce que vous me financez? Ils m'ont dit bien sûr, écoutez, il n'y a aucun problème. Effectivement, on a les documents de l'université. Attends, je te coupe 2 secondes, mais cette malice, elle vient d'où? Le fait d'avoir un peu ce toupet d'aller voir une banque avec un dossier plus ou moins. Elle vient d'où en fait? C'est parce que en fait, j'ai pas le choix. Malheureusement, il est arrivé quelque chose, tu vois. J'ai eu une enfance extraordinaire.
Et j'ai jamais manqué de rien, avec des parents aimants. Et en fait, il est arrivé quelque chose à mes parents quand j'avais 18-19 ans. C'est que malheureusement, mes parents étant dans l'entrepreneuriat, mon père avait une société, il travaillait avec ma mère. Comme tout entrepreneur, eh ben, tu peux faire des fautes de gestion financière. Et malheureusement, et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai vu en fait notre maison partir saisie aux enchères. Wow. Donc je me retrouve du coup à 19 ans à devoir plus ou moins partir de chez moi, tu vois, dans le sens où je veux pas être ce poids pour mes parents, donc j'essaie de prendre mon indépendance, partir, et j'ai très bien compris que c'est pas en restant dans ce petit boulot à vendre mes bouchons d'oreilles qu'un jour je pourrais faire vraiment avoir la vie que tout le monde rêve, la vie extraordinaire. Donc à notre époque, c'était pas Dubaï, c'était les États-Unis, donc je rêvais de ça tout simplement. Donc quand je décide de réussir à atteindre quelque chose, je trouve tous les moyens possibles pour y arriver. Et là, c'était la porte d'entrée pour les États-Unis, c'était ce visa étudiant, cette université, mais pour ça, il fallait payer ces 25 000 € à cette école. Et donc le seul moyen de trouver de l'argent, c'est à la banque. Donc je suis allé. Le banquier me demande absolument juste de trouver une personne qui se porte garant, qui croit en moi. Mes parents ne pouvaient pas du coup à ce moment-là. Et j'ai un membre de ma famille qui a toujours cru en moi depuis tout petit et qui m'a dit écoute, moi je te fais confiance, je sais que je ne le regretterai pas et que tu me rembourseras. Donc il s'est porté garant pour mon prêt. Et c'est comme ça, 21 ans, que je m'envole du coup à Los Angeles. Wow. Et là-bas, l'université, elle t'a ouvert les portes ou Et là-bas, en fait, je suis arrivé à l'université, il y a quelque chose de marrant, c'est qu'ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est que je parlais pas un mot anglais. Et là, pour eux, là, ça a été compliqué. Ils m'ont dit, wow, le mec, il arrive, c'était ce qui s'est attaché à une école, comme un peu faire une licence marketing, un petit peu, c'est l'option que j'avais choisie, mais je parlais pas un mot anglais. Donc ça, compliqué d'entrer. Donc ils m'ont mis dans une classe qui s'appelle une classe de débutants intermédiaires, où je me suis retrouvé avec des jeunes entre 14-15 ans et 18 ans qui venaient du monde entier pour apprendre l'anglais. Donc là, je me retrouvais le soir avec mon cahier de devoirs à devoir relier tiger à tigre, éléphant à éléphant, à apprendre les musiques. Mais ce que j'aime bien avec en tout cas ce début de podcast, et ce qu'on peut voir à partir de ton parcours, c'est l'importance pour toi de... Quand t'es dos au mur, c'est là où t'es le meilleur au final. Et j'imagine que d'arriver là-bas, pas parler anglais, mais bon, t'avais fait le travail pour y être. Maintenant, dos au mur, faut y aller. Ça a mis combien de temps à apprendre l'anglais et à t'en sortir, on va dire? Mais en fait, t'as pas le choix. Au début, ce qui a été le plus impressionnant pour moi, c'est que j'avais jamais voyagé avec mes parents. J'avais jamais pris une fois l'avion quand j'avais 12 ans à Marrakech, 4 jours. Sinon, j'avais jamais voyagé avec eux. Et moi, toute ma vie, c'était Valence, le rugby, les copains. Et parfois, on rêvait à travers des films comme les films américains. Et quand je suis arrivé là-bas, je me rappellerai toujours au début, premier soir, on est dans ce réfectoire, donc j'étais en demi-pension, avec ces 25 000 €, tu payes l'année en demi-pension là-bas, donc t'es nourri, logé, t'as tes repas midi et soir, et tu dors dans des chambres avec des lits superposés de 4. Et je suis à ce réfectoire, on est 800 élèves qui viennent du monde entier, et à côté de moi, il y a un mec qui est en train de manger, et j'essaie avec 2-3 mots et mon téléphone lui traduire quelque chose, je lui demandais d'où est-ce qu'il vient. Et là, je me rappellerai toujours, le mec qui me dit, il me montre son pays sur la carte, et le pays, c'est la Bolivie. Okay. Et moi, à ce moment-là, venant de Valence, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'était la Bolivie. Et dans ma tête, pour moi, la Bolivie, c'est les arcs, les flèches et les sarbacanes, tu vois. Les Incas. Les Incas. Alors que le mec, il avait un t-shirt Nike, il avait un iPhone, il était exactement comme moi. Et là, déjà, premier gros choc culturel, tu vois, de se dire, en fait, waouh, le monde, c'est pas que ce qu'on connaît. Et on est tout à fait libre, si on se donne les moyens, de pouvoir aller explorer, rencontrer d'autres personnes. Donc sinon, non, ça a mis, écoute, j'ai mis plusieurs mois à apprendre l'anglais. Je suis pas allé à l'université, au final. Okay. Pas beaucoup, parce que ça va rien. C'était que des cours en anglais, je comprenais rien. J'ai préféré choisir les États-Unis de la rue, tu vois, où je rentrais tous les soirs quand même pour dormir et pour manger, parce qu'avec 25 000 € que j'avais payé à l'école, j'avais 2700 ou 2800 € d'argent de poche pour tenir 12 mois à Los Angeles. Autant dire que c'est rapide. Ouais, et surtout qu'en tant que visa étudiant, tu peux pas travailler normalement. Tu peux pas travailler. Alors après, bon, c'est vrai que j'ai fait quelques petits boulots comme ça à droite à gauche, d'aller nettoyer des arrière-cours de restaurants avec un jet d'eau, livrer des petites pizzas, etc. pour Domino's ou autre à l'époque. Mais c'était très, très, très camouflé, on va dire, parce qu'effectivement, tu peux pas le faire aux États-Unis quand tu es en visa étudiant. Mais ça a été une expérience de dingue, parce que du coup, tu rentres d'un an là-bas. En plus, c'était le début de l'application, je me rappellerai toujours de Snapchat, notre génération. Et je filmais tout ce qui se passait. Je partais les week-ends à Las Vegas, j'avais des groupes de potes qui m'emmenaient avec eux, on allait surfer à Malibu, on allait faire un spring break au Mexique. Et là, avec Snapchat, je filmais tout ça, mes potes de Valence, ils disaient, ça y est, Boris, il a percé aux États-Unis, il vit le rêve américain. Et ça, c'est vraiment une première année qui m'a permis de comprendre qu'en fait, si tu rêver grand et que tu te donnais les moyens, en fait, c'était pas impossible de réussir à faire des choses qui t'excitent et qui sont extraordinaires. Et j'imagine aussi l'ouverture d'esprit de par les rencontres, mais aussi le fait de parler anglais.
Ouais. À quel point le fait de parler une autre langue aussi t'ouvre. Moi, je sais que j'ai eu mon année d'études en 2011 aux États-Unis aussi, où je parlais pas très T'étais bien. où? J'étais en Caroline du Sud. Ok. Ouais, donc c'était plus vraiment petit village en plein milieu de nulle part, quoi. Et en final, c'était je suis arrivé pied au mur, faut que j'apprenne l'anglais, quoi. Et c'était dur, hein. Je me souviens de dormir beaucoup. Il y a des jours où tu te rends compte que t'es un king. Tu crois que t'es un king, t'es trop bon. Et puis il y a des semaines où tu n'arrives plus à mettre un mot devant l'autre. En soirée, t'as l'impression d'être bilingue. En soirée, c'est vrai. Une de bière, t'es bilingue. De bilingue. Et c'est marrant, comme le fait de ne pas avoir d'appréhension, bah, tu testes des choses et ça passe. Et je pense que ça, c'est dans tout, en fait. On se met tellement de limites. Et le fait de boire un petit verre ou deux, bon, pas qu'un ou deux aux États-Unis, mais le fait d'avoir été un petit peu éméché, bah, on fait tomber un peu toutes ces barrières. Et bizarrement, bah, ça se passe plutôt bien, quoi. Alors, je vous dis pas qu'il faut absolument boire, hein, calmez-vous, mais rien avec abus. Mais en tout cas, ça permet de faire sauter pas mal de petites pensées limitantes, quoi. C'est exactement ça. Et en revanche, ce qui est très très dur, tu vois, c'est le retour à la réalité. Parce qu'après un an... Mais justement, tu l'as remboursé comment ce prêt? Eh ben justement, après un an, donc Boris, il a pas percé aux États-Unis, il est pas acteur à Hollywood, il doit 25 000 € à la banque, il rentre à Valence, et là, le retour, il est très dur. Donc là, je me retrouve, du coup, je retourne un petit peu de temps en temps dormir chez mes parents, j'ai ma soeur qui me prête son clic-clac, j'ai des potes qui m'hébergent de temps en temps à droite à gauche, mais je suis un peu en mode vagabond, à dire, bon là, il faut que je travaille, j'ai pas le choix, j'ai 547 € par mois de crédit qui tombent tous les mois, dès mon retour en France, j'ai pas de boulot, j'ai pas eu mon diplôme. Et je suis juste passé pour le mec pendant un an qui a fait la fête aux États-Unis. Donc là, écoute, j'ai la chance d'avoir 2 amis entrepreneurs. Premier ami qui m'embauche, lui, dans la maçonnerie. Grâce au rugby, et la seule chose que je peux faire en maçonnerie, c'est mettre des pelles dans une bétonnière. J'ai pas de compétences techniques. Et le soir, j'ai un deuxième ami qui m'embauche à 22h. Et de 22h à 2-3h du matin, on fait ce qui s'appelle du nettoyage d'entreprise professionnelle. Donc on nettoie les boulangeries, on passe la serpillière à Lidl, enfin tout type de petits boulots. Tout type de petits boulots. Donc j'enchaîne ce rythme en fait pendant pratiquement 6 mois, maçonnerie la journée et ménage le soir à Lidl, pour déjà honorer la personne qui m'a donné confiance et qui m'a fait ce prêt étudiant et qui s'est engagé pour moi, donc le rembourser, et en même temps parce que j'ai pas le choix, et quand t'as pas le choix en fait tu fais des choses comme ça. Et ça me fait penser à un point, on en parlait dans le premier podcast qu'on a fait ensemble avec Mathieu Quentin. C'était pour Mathieu par exemple le fait de se lancer dans l'activité avec Herbalife, mais d'avoir Lisa, sa compagne, qui lui a mis un sorte d'ultimatum. On dit ok, cool, mais dans 6 mois, faut que tu aies de quoi qu'on puisse vivre, quoi. Et le fait d'avoir cet ultimatum, ça lui a mis vraiment ça a été un vrai déclic pour lui, tu vois. C'était vraiment important. C'est ça, et tu te rends compte que quand en fait t'as pas de plan B, en fait le plan A c'est toi, et en fait faut que tu fonces. Ah ouais. Et là un jour je suis en train de faire une piscine sur une maison en maçonnerie, et il y a un mec qui arrive avec une chemise, un appareil photo, et il prend des photos de la maison. Et là, je le regarde, je lui dis, excuse-moi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, écoute, je suis agent immobilier, je prends des photos de la maison pour la vendre. Je dis, ok, et si tu vends la maison, tu gagnes combien? Et il me dit 10 000 €. Alors là, je jette l'appel par terre, je lui ai dit, vas-y, embauche-moi. Comme le loup de Wall Street, tu sais, je dis, je vais travailler avec toi. T'as fait direct comme ça? Direct. C'était quoi son regard? C'est quoi sa réaction? Il m'a regardé comme un fou, j'avais un bob, j'étais torse nu avec un short de rugby, trempé de sueur, tout sale. Il m'a dit, écoute, quand est-ce que tu fais des entretiens d'embauche? Est-ce qu'on peut discuter? Il me dit, viens samedi matin à l'agence, elle est là, à l'angle de la rue, et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Je dis, ok. Énorme. Samedi matin, j'arrive à l'agence, donc il m'explique le rôle d'agent immobilier, d'agent commercial, mandataire, indépendant. Donc... Et toi, le fait de ne pas avoir de salaire, c'est un agent immobilier, souvent, peut-être un fixe, je sais pas comment ça marche, tu as peut-être un fixe qui est très bas, et tu as beaucoup de... Tu es surtout payé sur finalement le résultat, c'est la vente d'un appartement, tu as un pourcentage. Ça t'a pas fait peur, ou ça t'a excité? Comment c'était pour En fait, j'avais pas compris. Ok. J'avais pas compris que j'ai pas de salaire. Moi, j'ai entendu agent commercial. Dans ma tête, commercial pour les bouchons d'oreilles à l'époque, je sais faire. Agent commercial, je commence. J'ai quand même gardé le ménage le soir. Okay. Donc j'ai lâché la maçonnerie, mais je continue à faire le ménage le soir parce qu'il fallait bien quand même que là, je paye tout de suite tout ce que je devais payer à côté. Et il m'embauche en tant qu'agent commercial. Donc je commence à fond dans cette activité d'indépendant, sans forcément comptable, sans avocat, sans rien. Juste, je me mets en mode cheval de course. J'ai un objectif, c'est vendre des maisons. Je fonce. Ok. Simplement. T'as quand même cherché des informations quelque part sur YouTube où t'étais un peu encardé, ou t'étais Non, vraiment, alors au début il m'a pris un peu sous son aile. Ouais, j'ai tourné avec lui quelques semaines pour comprendre, parce que voilà, il me partage son expérience et compagnie. Mais après tu te rends compte qu'en fait la seule chose qui fonctionne vraiment, et là où tu apprends le plus,
c'est le passage à l'action. Donc, je me rappellerai toujours la première fois, je me suis levé le matin chez moi, je me suis levé à 6h, j'ai déjeuné, je me suis douché, je me suis mis en chemise, j'ai préparé mes affaires, je suis allé dans mon salon, je me suis assis à table, j'ai ouvert mon ordinateur et je savais pas quoi faire. Et j'étais comme ça, en plus j'avais un miroir dans ma pièce de vie et je me voyais dans le miroir en face et je me regardais. Et je pense que cette matinée, j'ai passé 2h30, 3h à me regarder et à me demander ce que je faisais là. Ah ouais. Et je me posais la question de savoir est-ce que je prends mon téléphone, je rappelle pour vite aller faire de la bétonnière. Et je me disais tiens non. Et puis ça là en fait, donc je l'appelais, je me disais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ben écoute, va sur le Bon Coin, appelle des gens qui vendent leur maison. À l'époque le Bon Coin marchait vachement. Et là, on se dit, bon, bah, ok, tu vas sur le Bon Coin, j'appelle, c'est de la prospection pure et dure, quoi. Ouais. Et puis t'appelles, et puis le mec, il décroche, allô, ou je raccroche. Parce que je sais pas quoi dire, je sais pas comment faire. Et j'ose pas, en fait, tu vois, parce que dans ma tête, pour moi, j'ai l'impression d'être un peu un imposteur. Enfin, je suis pas agent immobilier, tu vois. Alors qu'en fait, bah non, il faut juste y aller. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est en faisant des appels, en passant. Tu te souviens de ton premier l'action, oui? La première personne qui t'a fait confiance? Ouais, mon premier oui, je pense qu'il vient après une bonne semaine dans cet appartement à passer des coups de téléphone. Et en fait, quand tu passes des coups de téléphone et t'en fais, tu sais, 100, 120, 130 par jour, tu prends des répondeurs, tu prends des noms. En fait, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu avances dans le processus où tu parles, tu sais où tu flopes. Tu avances, tu échanges 3-4 phrases, et là, il dit non, il raccroche, et tu dis putain merde, peut-être que c'est à ce moment-là que je me suis raté. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma formulation et pour réussir? Et au bout d'une semaine, j'ai une dame... Et pendant la semaine, juste avant que tu nous dises sur la personne qui t'a dit oui, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu arrêter? Ou Toutes les heures. Toutes les heures. Toutes les heures. Puis tu sais, des fois, c'est marrant, tu te lèves, je prétexte d'avoir un truc à faire pour dire, bah ben là, je peux pas passer ce coup de téléphone parce que j'ai un truc à faire, faut que j'aille ranger la couette sur mon lit ou sortir ma machine à laver. Alors qu'en fait, non, la réalité, c'est le téléphone, et c'est l'écran, c'est l'ordinateur. Ah ouais. Et là, cette dame, tu vois, je fais mon speech, elle m'appelle. C'était un appartement à 87 000 € à Valence. Je lui sors tout mon speech. Elle me dit, bah oui, venez demain à 9h. J'ai même pas cru. Je l'ai fait répéter. Je dis, vous êtes sûr que vous voulez que je vienne demain à 9h? Elle m'a dit, oui, oui. Et je me retrouve à vendre cet appartement, tu vois, au bout d'un mois après, derrière, avec les photos, avec tout ça. Et c'est là que commence, bah, du coup, l'envolée vers l'immobilier, à force de prendre des portes, des noms, des refus, des échecs. Tu te vois comment maintenant, avec un peu de recul? Forcément, ça fait jamais plaisir un non. Mais est-ce que tu as eu un processus où il fait mal? Il fait un peu moins mal, puis en fait ça me fait plus rien. Est-ce que c'est comment ça se passe maintenant? Bah en fait, au début, ça fait hyper mal. Parce que tu as l'impression que le non, en fait, c'est pour la personne que tu es. Du coup, tu te dis, waouh, tu prends un non, c'est de la négation, c'est de la rejection. Tu te dis, putain, mais je suis un gentil garçon, je suis poli, je suis bien éduqué. Tu le prends vraiment violemment. Ouais. Et en fait, plus t'en prends, plus ça te fait rien. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'à la fin, à la fin, je m'en battais les couilles. Et presque, en fait, chaque nom que je prenais, je me disais, bon, ben, moi, lui, comme ça, je l'ai appelé. Et je me fixais des objectifs, tu vois. Je me disais, allez, avant telle heure, il faut que j'en ai appelé 10. Avant ce midi. Est-ce que tu faisais, moi, ça m'est arrivé, j'ai eu la même chose. Quand j'étais à Bussy-Saint-Georges, mes premiers mois dans l'activité, quand je suis parti de Grenoble, et il fallait que j'aille faire mes 10 contacts, tu vois. Et vu que j'adore manger, et ben je faisais le matin, et je dis, je rentre pas manger, donc j'ai pas fait mes 10 rencontres. Et donc forcément, je les ai. L'âne avec la carotte. Exactement, j'avais comme quand t'es gamin et que tu dois pas marcher sur les marches qui sont foncées. Par exemple, tu dois sauter de. Tu vois, je vois très bien. Des objectifs un peu comme ça, je dis, allez, je m'en fais 10, sinon ça, ou c'était tu fonctionnes comment, quoi? Ouais, et ben au début, en fait, je me félicitais aussi, des fois, tu sais, avec à l'époque, c'était les séries Netflix, Walking Dead, etc. Je me disais, allez, Boris, si j'arrive à prendre, du coup, à faire 20 appels, je m'autorise 10 minutes de cette série Walking Dead. Okay. Et du coup, je me récompensais en fait avec des choses qui sont bêtes. C'est énorme parce qu'on est notre propre patron. Et du coup, chose qu'un patron pourrait faire, finalement, faut qu'on se le fasse à nous-mêmes, quoi. C'est ça. Et ce qui est dur, c'est quand tu ouvres ton agenda et puis tu sais qu'il est vide. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui. Mais écoute, à force de ça, en fait, tu te rends compte qu'à mettre de l'eau dans la pompe, et à pomper, et à appeler, et à y aller, et à te déplacer, ben en fait, les choses se font. Et tu vois, je fais cette année, du coup, je fais une super année. Je fais une des meilleures années de l'agence. Je suis le premier de l'agence immobilière. Et je fais un peu plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en fait dans cette année. Super. Et tu l'as senti arriver toi aussi, parce que des fois nous on le voit dans notre activité où il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, beaucoup d'appels, j'imagine, beaucoup de rencontres que tu peux faire, beaucoup de noms. Et t'as senti un moment où tu avais l'impression de faire toujours la même chose, ou peut-être même un peu moins, mais d'avoir plus de résultats, avec peut-être des gens qui te rappellent 6 mois plus tard. Nous on le voit dans l'activité où il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. Et tu vois l'image du mec qui est avec la pioche, et en fait ça c'est pour le coup c'est réel. Enfin moi je l'ai vécu où tu fais beaucoup, tu te dis mais je fais quand même beaucoup pour pas grand chose, mais ça c'est des effets cumulés où à un moment donné pour le même travail que tu feras dans l'action que t'as fait, que t'as l'impression que ça payait pas, t'as eu ce ressenti aussi? C'est exactement ça. Des fois t'es là presque à abandonner, à dire écoute c'est quoi, lui il m'a saoulé, je le rappelle plus, il me fait chier, il m'a mal parlé ou quoi, et j'arrête aujourd'hui, j'en ai marre. Non,
Avant d'arrêter, je vais en appeler encore un ou deux, juste parce que je veux pas rester sur un échec. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est ce un ou deux qui te donne le rendez-vous de demain 10h. Et là, tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois, quand tu rajoutes juste, comme en sport, cette petite répétition de plus, ces petits disques de 1 kg ou 2 kg en plus sur les côtés, c'est ce qui te permet toujours de faire la petite gap des fois pour passer à un next level. Quoi. Énorme. Donc, première année en tant qu'agent immobilier, 200 000 de chiffre d'affaires. C'est quoi? T'as vendu pour 200 000 euros ou c'est que c'est tes commissions qui correspondent Non, c'est mes commissions TTC qui font 200 000 euros. Wow. Et là, autant dire que dans ma tête... T'as pu rembourser ton prêt facile, quoi. Une des choses que je me féliciterai toujours, c'est que j'ai remboursé en premier directement mon prêt, déjà, pour honorer la personne qui m'avait fait confiance. Et là, dans ma tête, tu passes de zéro fauché, là, j'étais reparti, Boris l'Américain. Et puis, 200K à l'année à Valence, t'es vraiment l'Américain, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Il y avait juste un seul problème. C'est que, comme je te le disais, tu sais, j'étais parti cheval de course, et j'avais aucune structure juridique. Ah, tout en perso. Pas en perso, c'est qu'au début, en fait, l'agence encaissait mes liquidités, les factures pour me les rétrocéder, et j'avais ouvert un statut auto-entrepreneur. Et à l'époque, l'auto-entreprise, c'était 32 000 euros de chiffre d'affaires par an, maximum. Donc j'avais explosé le plafond. Donc ils m'avaient payé 32 000 euros. J'avais remboursé mon prêt étudiant, fait mes petits à côté autour. Là, on avait débordé aussi, c'était un an et demi exactement. Donc premier 7 mois, 32 000 euros. Deuxième année, 32 000 euros, d'accord, 64. Et là, il me dit, Boris, au vu du chiffre que tu fais, maintenant, il faut que tu structures en société. On était en août. Et je dis, bah, écoute, t'as raison, je vais me structurer en société, comme ça, je vais tout encaisser, mais me paye pas mes commissions maintenant, parce que si tu me les payes, je vais les encaisser en tant qu'auto-entreprise, et je vais me faire exploser pour comme du salaire, quoi. Donc il m'a dit, bah, écoute, je sais que tu avais voyagé aux États-Unis, tu veux revoyager, tu l'as bien mérité, pars voyager quelques mois, tu reviens, 1er janvier, tu immatricules ta société, et je te paye tout ce que tu dois, plus ou moins 150 000 euros. Et je trouve l'idée géniale. Je me dis, moi, je veux absolument repartir après un an. Elle est où la douille? Tu la vois, la carotte arriver ou pas? Je me dis, je veux absolument repartir, kiffer, voyager. Je voulais aller en Australie. C'était la mode du départ. C'est bizarre qu'il décide de dire à son meilleur élément de partir voyager. Bah écoute, c'était comme ça. En tout cas, moi, confiance. Et après, voilà, il y a eu des soucis qui ont fait que c'est pas intentionnel. Il y a eu des soucis qui ont fait que derrière, que je vais t'expliquer. Donc, je pars en Australie. Je fais mon visa. Working Visa Holiday, 1 an en Australie. Je pars du coup pour quelques mois à la base. Je surfe, je m'éclate. C'était en septembre 2017. Je surfe, barbecue, je découvre l'Australie, le voyage, je reparle anglais. Vraiment le bien fou. Sauf que je me rends compte, effectivement, je me disais, moi je kiffe parce que de toute façon, je sais que j'ai 150 000 euros qui m'attendent quand je rentre. Donc, kiff bien mérité, tu vois. Et là, pendant que je suis en Australie, en fait, l'agence me répond plus. L'agence a des grosses difficultés financières. Et l'agence, elle liquide. Finesse. Et donc il doit rembourser tout le monde sauf toi, quoi. Donc non, c'est même pas ça, c'est que l'agence liquide, là, je sais pas où part concrètement l'argent, pour être tout à fait honnête avec toi. J'arrive plus à joindre du tout le responsable d'agence. Les personnes qui travaillent dedans, c'était des salariés, des agents co, pas mal aussi se retrouvent le bec dans l'eau. Sauf que j'avais 150 000 euros, quoi. J'étais la personne qui avait le plus dans l'agence. Et là, tu te retrouves à l'autre bout du monde, tout seul, en Australie, où du coup j'avais quelques milliers d'euros d'économie, mais pas assez pour kiffer vivre, et tu passes de plus 150 000 euros à zéro. Et là c'est très dur. Et là je me retrouve en mode, qu'est-ce que je fais? Et mon ego m'empêche de rentrer en France, parce que j'avais pas du tout envie d'aller affronter tout ça, tu vois. J'appelle des avocats quand même à distance qui me disent, c'est de votre faute, jeune homme, fallait juste vous structurer correctement, encaisser, payer ça appartenait à l'entreprise. Exactement, ça appartient à la société. À aucun moment il savait que c'était. Et non, donc du coup, c'est ce qui s'appelle l'expérience. Bien sûr. Et d'où l'importance de se structurer correctement dès le départ, d'avoir des bons conseils juridiques. J'imagine que dans votre activité c'est pareil, vous avez peut-être accès des fois à des comptables ou autre. Ce qui est bien, c'est que ça se fait quand même progressivement avec le statut de VDI, puis après tu passes en EI, puis après en SARL, tu peux le faire assez. Mais pour beaucoup, c'est un choc, le côté entreprise. Pour moi, je trouve que c'est super intéressant et tout le monde devrait avoir son entreprise, en tout cas en France, parce que ça permet quand même de répartir les revenus, on va dire, de la meilleure des façons, pour pas rentrer dans les détails, mais c'est que ça peut faire peur pour les gens qui sont habitués à être salariés, où c'est finalement, tu vois que juste ton net qui tombe, un peu d'impôt à la fin, mais en société, tu dois t'arranger pour tout ce qui rentre, faut en refiler une partie, il faut en garder une autre. Ce qui fait peur en société au départ, c'est que tu as des charges qui sont fixes, tu dois payer ton comptable, tu dois payer ton conseil, tu as l'impression vraiment que là, tu es dans la cour des grands et que tu peux plus te rater. C'est un sacré step. C'est un step en plus, mais en même temps,
Je pense que c'est une leçon à 150 000 qui a fait un petit peu mal, mais qui t'a permis voilà, de peut-être pas refaire en tout cas l'erreur. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais bon, on se dit souvent ça plus tard, mais à quel moment tu t'es dit, en fait, le plus important, c'est que j'ai été capable de les faire, ces 150. C'est pas tant de les avoir eus ou de presque les avoir eus, mais c'est de dire que tu as été capable de les faire, ces 200 000 de chiffre sur ta première année. Donc tu avais des capacités, des compétences, une confiance peut-être aussi en toi qui a été un petit peu ébranlée par cet épisode. Mais combien de temps il t'a fallu pour faire le switch Forcément, t'apprends du coup, c'est des leçons qui font mal, mais c'est dans, je trouve, les mauvaises justement expériences et les mauvaises leçons qu'on apprend le plus au final, et que t'apprends à connaître qui tu es et comment justement tu fais face à cette adversité par exemple. Et du coup je reste en Australie, je veux pas rentrer en France, il faut absolument que je travaille. Et en Australie il y a le système qui est très bien fait, je trouve, la France devrait prendre exemple. Quand tu arrives en Australie, que t'es pas australien et que tu souhaites rester sur le territoire, ils te disent ok, vous restez 1 an. Par contre, en contrepartie, vous allez travailler 90 jours dans un secteur tertiaire, où il manque de la main-d'œuvre. Donc tu pars en campagne à ramasser des fruits et des légumes, tu peux aller pêcher en mer, tu fais la construction souvent pas mal pour les garçons. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais si t'as rien d'autre, c'est ça quoi. Si t'as rien d'autre, t'as ça. Et si tu le fais, en fait, ils t'offrent une 2e année automatique. Alors que si tu ne le fais pas, au bout d'1 an, ton visa est fini, ils te mettent dans l'avion, tu rentres. Et puis c'est un pacte moral. Ils te donnent la chance de venir, t'as 1 an, tu respectes, tu fais les 90 jours de travail qui sont vus comme des travaux chiants. Puis voilà. Et au début de mon voyage en Australie, j'ai fait la connaissance d'un fermier australien. Et j'avais gardé son WhatsApp. Il m'a dit « Boris, if you need anything, just call me ». Je me rappelais qu'il était fermier et qu'il fallait du coup que on fasse des fermes. Donc je lui passe un coup de téléphone, il s'appelle Matt. Je dis Matt, c'est Boris, te rappelle The French Guy, j'ai besoin de travailler dans la ferme, faire mes jours du gouvernement. Est-ce que tu embauches un mec comme moi par exemple? Il dit écoute, on m'a jamais posé la question, il n'y a jamais personne qui a voulu venir jusqu'à chez moi. Ma ferme, elle est à 7 heures de train de Sydney, dans le désert. C'est une exploitation de coton. Il fait 45 degrés là-bas. Donc écoute, ouais, vas-y, je me renseigne. Et je regarde juste si ma ferme est éligible à tes jours du gouvernement. Tu prends le train, le rate pas. Il n'y en a que un qui part de Sydney. Et puis je serai à la gare. Tu descends à tel arrêt. Et là, je dis OK. Il m'appelle le lendemain. Il me dit que c'est OK. Il est éligible. Donc je fais mes affaires. Je quitte Sydney. Je prends ce train. 7 heures dans le désert. Je traverse l'outback australien. Et là, je suis dans ce trajet de train. Et c'est comme dans les films, tu sais. Plus on s'enfonce dans le désert, moins il y a de gens dans le train. Et là, je suis tout seul au bout d'un moment. On s'arrête dans une ferme, dans une bière, pardon. Il y a personne, t'as le ballot de paille qui vole, là, tout ça. Et là, je sors, et il est là avec son 4x4, avec sa tête d'Australien content, avec son chapeau. Il m'attend. Et là, je commence l'aventure avec eux dans leur ferme. Énorme. Et en fait, c'est des gens extraordinaires. J'ai travaillé pendant 90 jours avec eux. Donc j'arrosais du coton toute la journée, une irrigation de coton dans le désert, sous le soleil, pas de réception téléphonique, j'avais un talkie-walkie avec moi toute la journée. Alors je te promets, l'anglais déjà c'est une étape. L'australien, c'est une 2e étape. Mais l'australien dans le désert avec un talkie-walkie, je te garantis qu'il y a plusieurs fois où j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire parce que je comprenais pas les exercices. Et puis des fois, il m'a envoyé livrer quelque chose. Là-bas, t'as rien, c'est au virage, donc c'était à 3 heures de route. Et je lui dis, c'est quoi l'adresse? Il me dit, premier tour à gauche, deuxième tour à droite. Et pour retourner, tu fais dans l'autre sens. Et là, du coup, c'est une expérience de ouf. Le soir, je suis tout seul avec mon fusil à tirer les disques en balle trappe. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a la boîte aux lettres, il faut prendre le quad pour aller chercher le courrier. C'était en quelle année ça? C'était 2017. 2017, je vois mes premiers serpents. J'ai sans arrêt avec moi la pelle, mon petit couteau au jean, tu vois. Et en fait, toi, tu te prends pour un mec de la terre. Crocodile Dundee. Et ça, c'est une expérience de dingue. Et est-ce que de cette expérience dans le coton, t'en as gardé forcément des super bons souvenirs, mais des choses aussi pratiques parce qu'on se dit, mais comment on peut faire un parallèle entre s'occuper du coton en plein milieu de l'Australie et peut-être vendre des appartements sur la Côte d'Azur, quoi. Et en fait, ces 90 jours ont été un peu ma prison mentale. J'ai passé 90 jours en fait à ressasser ce qui s'était passé. Les 150 000 € de perdus, ce que j'avais mal fait, et j'étais tout seul toute la journée, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai découvert le développement personnel dans cette ferme de coton. Donc tu mettais des podcasts, tu mettais des audios. En fait, j'étais seul dans une exploitation qui fait 3 fois le lac d'Annecy, donc j'avais personne avec qui parler. Donc le matin, je téléchargeais avec le wifi de la maison mes vidéos, mes podcasts, mes livres audio, Audible, et toute la journée, j'écoutais ça. Et c'est là où j'ai découvert David Goggins, Jim Rohn,
Tony Robbins, Idriss Aberkan. Ouais. Et ça a été l'école de la vie pendant ces 90 jours. Et selon toi, pourquoi ça, on nous l'apprend pas? C'est-à-dire, c'est des choses de base. Quand, les premières fois qu'on se met toutes les personnes qui nous suivent, j'imagine, ont déjà entendu du Tony Robbins, du Jim Rohn, et on se dit, mais la première fois qu'on l'écoute, on se dit, mais il a raison, le mec, il a raison, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est une matière obligatoire à l'école. Et comment ça se fait qu'on nous met philo quand t'es au lycée, mais ça va, on est trop jeune peut-être, on n'est peut-être pas prêt à l'écouter, ou est-ce que, comment tu verrais les choses? Je sais pas, je pense que c'est peut-être vrai ce que tu dis, on n'est peut-être pas prêt à l'écouter parce que peut-être qu'on n'a pas conscience souvent qu'on en a besoin. On n'a pas assez vécu aussi. On n'a peut-être pas assez de vécu, on n'a pas assez d'expérience, mais en tout cas c'est sûr et certain que moi c'est le développement personnel qui a sauvé ma vie. Et tout entrepreneur, pour lui, la meilleure chose que je lui dirais, c'est que les premiers dollars qu'il faut qu'il investisse, c'est sur lui. C'est l'investissement qui te perdra jamais et qui te permettra toujours de pouvoir du coup accomplir des choses plus grandes. Ça c'est une vérité. Boris, c'est la personne que je connais qui a mis le plus dans des formations, que ce soit du 10X avec Grant Cardone, que ce soit Tony Robbins. T'en as fait combien? 10X, ça fait combien de conventions 10X? On a fait 5. 5 conventions 10X, c'est combien à chaque fois le billet pour C'est 10 000 euros. 10 000 euros entre le voyage, le prix du billet là-bas sur place. L'avion, etc. Mais tu t'en vois toujours la valeur, quoi. Ouais, t'en as toujours la valeur. Et puis tu sais, il y a un proverbe américain qui dit, que j'aime beaucoup, qui dit chaque dollar investi sur toi, tu le récupères fois 100 à la fin. Et en fait, quand tu as été mauvais à l'école comme moi, et quand tu n'as pas forcément de référence autour de toi au début pour apprendre et comprendre l'entrepreneuriat, le business, etc., et on dit toujours, il faut trouver des mentors. J'avais pas la chance d'être dans une activité comme la vôtre, où vous avez des uplines, c'est comme ça que vous dites chez vous, où vous pouvez vous référer à ces personnes. Moi, j'étais seul, et j'avais pas de mentor autour de moi, autre que ces personnes que je pouvais trouver dans les livres ou dans les podcasts. Énorme. C'est quoi les premières vraies réalisations que tu as pu avoir je te vois encore dans le champ avec les écouteurs et peut-être t'arrêter en mode punaise. En fait, t'as eu des moments un peu comme ça de révélation où tu dis ouais, des moments où tu t'arrêtes, tu t'assois par terre, t'écoutes. Même des fois, je passais une demi-heure assis par terre à écouter ce qu'ils disaient. Et je me dis, putain, mais c'est tellement vrai en fait tout ce qu'ils disent. Jim Rohn, c'est une personne que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. En termes de. Parce qu'il a une façon d'amener les choses qui est très naturelle sur la vie. Et il rend les choses compliquées simples dans l'explication. Exact. Et lui, j'ai beaucoup aimé. Donc je pars de ces 90 jours, tu vois, plus heureux que jamais, je remercie la famille. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir fait un peu mon nouveau baptême. Je repars un petit peu reconstruit psychologiquement. J'arrive à Sydney, retour à la ville. Wow. Ça, c'est quelque chose. Et du coup, ce qui est intéressant, parce que moi le premier, mais pour tous les gens qui nous écoutent, c'est très rare. Déjà, moi je sais que j'adore quand je vais sur mon terrain d'athlétisme. J'ai mes 2 heures où j'ai mon téléphone qui est posé dans le sac. C'est 2 heures où je suis sur mon stade et j'aime parce que j'ai l'impression de déconnecter. Mais c'est 2 heures. Mais passer 90 jours comme ça, où tu es focus sur une seule chose, c'est ton champ de coton, les relations qu'il y a autour de toi, peut-être tes audiobooks, et tu te rends compte en fait en revenant à la vie qu'il y a énormément de choses qui sont là pour te distraire, quoi. Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, notre focus, ça vaut de l'or. Et aujourd'hui, la façon dont on peut complètement être distrait, ça fait peur. Et justement, tu vois, j'arrive à Sydney, je retrouve mes potes qui m'ont pas vu depuis 90 jours. Ouais, putain, alors c'était comment? Je leur explique que j'ai vécu une expérience extraordinaire de dingue. Au bout de 3 mois, je parle complètement anglais australien. Et là, on fait une soirée. Le lendemain matin, on va bruncher. Et là, c'est là où je découvre encore plus l'entrepreneuriat. On va faire un brunch. Et à côté du brunch, il y a un fleuriste. Et je vois dans la vitrine du fleuriste des branches de coton. Okay. Et là, je me lève. La nostalgie de 48 heures d'avoir laissé mes plantes de coton. Je vais dans le fleuriste, je regarde ses plantes et je lui demande où est-ce qu'il achète les plantes parce qu'il les vend $6 la branche. Enfin, il les vend, $20 la branche. Donc je lui demande où est-ce qu'il les achète. Et il m'explique qu'il les achète $6, qu'elles viennent d'Asie. Je me demande pas pourquoi ça vient d'Asie, je comprends pas. Je lui explique pourquoi il achète en Asie et pas en Australie. Il dit parce j'en ai pas personne m'en amène en Australie. Je lui dis écoute, moi, je sais, à ce moment-là, tu vois, il y a dans ma tête où il y a tout un champ de coton. Donc je lui dis si je t'amène dans 2 jours 200 branches de coton, je te les vends $5 la branche. Tu me les prends? Est-ce que tu me les achètes? Et en plus, mon coton est beaucoup plus beau que le tien. Et il me dit oui. Il me tape dans la main, je sors de chez fleuriste, je prends mon téléphone, j'appelle Matt le fermier. Je dis allô Matt, I have a business idea. Et il dit oh, fucking French fries. C'était mon surnom à la ferme, fucking French fries. Je lui dis écoute, je suis là demain soir. Le lendemain matin, je reprends le train, je repars 7 heures
parce que j'ai la vision en fait. Ouais. Je me dis waouh, là c'est excitant. J'arrive là-bas, je lui explique que j'ai trouvé un fleuriste à Sydney qui achète des branches de coton en Asie, qu'il faut absolument qu'on lui vende nos branches de coton. Ouais. Je lui dis combien tu me vends la branche? Il me dit, je lui dis moi je vais la vendre au fleuriste, $5. Et il me dit écoute Boris, moi je la vends 3 centimes, 4 centimes, même pas. Donc si tu veux, 50 centimes. C'est beaucoup plus déjà que ce que j'ai. Je dis ok, je tape dans la main, je prends un sécateur, je coupe 200 branches de coton. Ça, il raconte ça à ses copains au talkie-walkie, les fermiers. Il y a un fermier qui vient pour voir si c'est vrai qu'il y a un Français qui coupe du coton dans le champ pour aller le vendre à la ville à un fleuriste. Et je lui demande juste prête-moi ton 4x4 parce que j'ai pas de moyen de locomotion. Ça l'éclate. Il me jette ses clés. Je charge mes bassines dans le 4x4. Et là, je prends la route à la tombée de la nuit. Je roule toute la nuit sur le désert, les gravels. Ah, mais tu es pas en train, tu t'as fait en Non, là, voiture. je pars en voiture. Je traverse. J'arrive T'en es pour plus cher d'essence. Non, ça va. C'est des bons diesel avec double tank qui consomment pas trop. Et là, en fait, c'était ce qui m'excitait, c'était pas même en soi le financier, Ouais. c'était D'avoir trouvé un business, quoi. L'aventure. L'aventure et d'avoir trouvé J'arrive. un filon. Un filon, exactement. J'arrive comme dans les films, presque frein à main devant chez le fleuriste. Je lui dis viens voir la marchandise, j'ouvre mon coffre, je lui dis alors, il est pas beau mon coton? Et là, le mec, il en revient pas parce que c'est vrai que le coton était très beau, il est moins cher que ce qu'il achète et il me passe 1000 balles en espèces. Énorme. Et là, j'envoie la photo de ces 1000 € que je mets sur mes genoux dans la voiture au fermier. Et je lui dis, jackpot, je reprends la route, je reviens. Et là, je fais tout le trajet retour. Je suis excité comme jamais dans la voiture. Je mets les musiques et tout ça, je m'ambiance tout seul. Et là, il y a mon téléphone qui commence à sonner. Et les Allô collègues du fleuriste. Le collègue du fleuriste. Allô, c'est toi, Boris, le fermier qui vend du coton? Oui, oui, moi aussi, je peux en avoir. Bah oui, dans 2 jours. Je roule 1h30. Allô, c'est toi, Boris, le fleuriste qui vend le fermier qui vend du coton? Bah oui, the French guy qui vend du coton, oui, c'est moi. Moi aussi, j'en veux, j'ai vu que t'en avais vendu à mon copain, à Mossman fleuriste, j'en veux. Je dis, bah ok. Je rentre à la ferme. Et là, j'explique à Matt ce qui se passe, on fait la fête le soir. Et là, je dis, écoute, si ça te dérange pas, on continue, quoi. Ouais. Let's go, tu vois. J'ai trouvé quelque chose, j'y vais à fond. Et en fait, je fais ça. Et le business explose. Et au bout de 4 mois, en fait, je me retrouve à fournir le marché à fleurs de Sydney. Waouh. J'embauche 3 personnes. Ouais, t'as structuré, du coup, cette fois. J'ai structuré à la va-vite. C'était à la mission. J'embauchais les personnes et elles venaient couper. En fait, eux restaient à la ferme pour couper. Ah ouais. Je les logeais dans mon logement que j'avais à la ferme. Et moi, je faisais les allers-retours la nuit avec le 4x4. 4x4 après avec une remorque. Après un petit camion avec une remorque. Wow. Et je me suis retrouvé à la fin à fournir 76 fleuristes à Sydney. Wow. Jusqu'à la moisson. Parce qu'après, ils ont moissonné. Ça m'a permis de me faire pratiquement $60,000 en l'espace de 4 mois. Et ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale Et réelle. t'as toujours eu un peu ce regard-là, comme l'agent immobilier qui vient prendre des photos et tu lui demandes, excuse-moi, tu fais quoi? Tu gagnes combien? Et là, le fleuriste, bah écoute, tu les vends combien? Ça t'est déjà arrivé un peu t'as toujours ce regard-là un petit peu d'enquêteur? Non, en fait, je suis curieux. Je suis curieux, j'aime naturellement les gens. J'aime rencontrer les gens, discuter avec les gens, comprendre d'où ils viennent, comprendre ce qu'ils font, écouter leurs histoires. Et du coup, forcément, naturellement, tu me poses sur un banc, je vais discuter forcément avec la personne qui est à côté de moi. Ou je vais être incapable. Toi, pour la petite histoire, ce fermier, je l'ai rencontré dans un avion. Ouais. Toi, en arrivant à Sydney. Et il était à côté de moi, il y a le bar qui passe, je me prends un truc à boire, je lui propose si je peux lui offrir un truc à boire, parce qu'il était sympa avec moi, on a discuté un peu, on a bu un coup, on a rigolé. Et en fait, si tu fais pas ça, tu prends pas la peine d'aller discuter avec les gens, sortir un peu des fois, pour certains, ça peut être une sortie de zone de confort, t'arrives pas grand chose en fait. Et souvent, les opportunités, les conversations, c'est avec les personnes. Ouais. Et il faut en fait provoquer le destin. Provoquer le destin. Et ça, tu penses que c'est quelque chose qui t'est plutôt inné, que t'as appris, que t'as exercé, que t'as vu faire peut-être par tes parents, je sais pas si tu remontes un peu plus écoute, loin. petit, on avait des chambres d'hôtes dans ma maison, on avait 6 chambres d'hôtes, donc j'ai naturellement eu depuis tout petit des gens qui venaient chez moi dormir, manger, etc. Et après, juste, je dirais, si, peut-être ça naturellement, le rugby, de faire un sport collectif, toi, mine de rien, t'es toujours en interaction avec du monde, et puis je pense que c'est juste, naturel, je suis naturellement curieux. Ouais, mais bon, je me souviens de quand t'es arrivé sur la Côte d'Azur, tu t'inscrivais à tout. T'allais faire de la salsa, t'allais faire du golf, je sais pas dans combien de salles de muscu t'étais inscrit. Tu as fait en sorte de rencontrer du monde, quoi. Bah ouais, parce qu'en fin de compte, quand j'arrive sur la Côte d'Azur,
Et ben je connais personne, donc je rentre dans l'Australie de base, parce que j'ai pas encore la possibilité d'ouvrir mon agence immobilière à ce moment-là. Je rentre d'Australie, je rentre en France, je suis excité de rentrer en France parce que j'ai mes sous, je vais pouvoir me structurer, me reconstruire, et je suis tellement excité que quand j'arrive, il y a le Covid. Si j'avais su, je serais resté surfant en Australie, tu vois. J'arrive en France, Covid. Et en fin de compte, c'est une opportunité. Dans chaque difficulté, il y a une opportunité qui se cache, tu vois. Le Covid, je l'ai pas mal vécu. En fait, je l'ai utilisé pour réviser. Quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. Réviser. Je suis allé acheter tout simplement. Je voulais plus être dans une agence immobilière. Je voulais plus être agent commercial. Je voulais avoir ma propre structure, ma propre agence. C'était difficile d'avoir confiance, tu sais, après. Ah ouais. Donc j'ai utilisé le Covid pour passer ma carte immobilière. Donc je suis allé à la Fnac, j'ai acheté une dizaine de cahiers sur l'immobilier, la gestion immobilière, le droit immobilier, etc. Et je suis allé passer mon BTS immobilier en candidat libre en juin, que j'ai obtenu. Et à la suite de ça, j'ai eu ma carte professionnelle immobilière, ma carte promotion, ma carte gestion, carte syndic, et j'ai pu enfin ouvrir mon agence immobilière. Et c'est là où du coup tu recommences à zéro, tu te recrées un nom, et tu te rends compte qu'en fait dans la vente et dans l'entrepreneuriat, le savoir-faire c'est quelque chose, mais je trouve que le savoir-être c'est encore plus important. Exact. Et les gens t'achètent toi. Donc si t'es aligné avec toi-même, tu commences par des choses toutes simples, faire ce que tu dis, arriver à l'heure, être présentable, rappeler les gens. Et quand quelqu'un te demande quelque chose un week-end ou un dimanche, Oui. tu dis oui. Et là, en fait, naturellement, juste avec ces petits atouts que tout le monde peut appliquer, parce qu'il ne faut pas être un ingénieur pour faire ça, et ben tu fais vraiment la différence par rapport à 99 personnes Déjà. Donc quand tu vas avoir quelqu'un qui vend son appart, tu veux pouvoir le rentrer dans ton agence, juste en faisant ces choses-là, tu passes devant finalement quasiment tous les autres agents, quoi. Ouais, exactement. Et puis des fois, c'est des choses toutes bêtes, tu vois, juste pour montrer aux personnes que je faisais ce que je disais. Parfois, en rendez-vous, je leur disais, écoutez, ce soir, je vous appelle à 19h10 pour vous dire ça, tu vois, et pour vous tenir informé sur ça, ou pour vous envoyer ça. Et je le faisais. À 19h10, j'appelais les gens, et je disais, c'est tout bête, je disais, voilà, c'est 19h10, je vous appelle, je vous avais dit que je vous appellerai. Et en fait, les gens, dans leur tête, inconsciemment, t'es un mec de confiance parce que tu fais ce que tu dis. Exact. Et du coup, c'est comme ça que une maison, deux maisons, tu vends, les gens te font confiance, les gens te recommandent, parce que tu te rends compte, après, ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est la recommandation. Et à chaque fois que je rencontrais un client, que ça se passait bien à la fin, que ça se signait, une question qui est hyper importante à poser, c'est la recommandation, c'est, bon, écoutez, vous êtes satisfait de ce que j'ai fait avec vous? Oui, ouais, c'est génial, Boris, bravo. Est-ce que je peux vous demander un seul service pour ce que je vous ai fait? Oui. Est-ce que vous pouvez me recommander à 2 personnes autour de vous qui vendent leur bien immobilier ou qui cherchent quelque chose à acheter? Et du coup, tu te retrouves à avoir des clients qui viennent... C'est marrant parce que ces choses-là, tu les demandes pas, tu les as pas. Exactement. Et en fait, c'est tout bête. Les gens sont contents de toi. Le meilleur moment pour leur demander quelque chose, c'est à ce moment-là. Et tu leur poses cette question, eux bien sûr, ils jouent le jeu, donc dans la soirée tu t'envoies en général. J'imagine que la suite des questions a de l'importance, c'est vous êtes content de, tu vois, il y a eu le petit oui, je peux vous demander oui, et forcément il n'y a pas de dire non. Et puis les gens ils s'attendent tellement à un service énorme, ils s'attendent à un commentaire des fois. Ouais. Là non, je veux juste que vous m'envoyez 2 personnes qui m'appellent de votre part ou que je peux appeler de votre part. Et en plus quand tu appelles de la part d'eux, t'es hyper bien reçu dans la plupart des temps, et en fait c'est comme ça tu grossis un carnet d'adresses, un carnet client, et que ça permet de passer la main invisible, comme dirait l'autre, c'est le fait d'avoir ces recommandations, et c'est vrai que c'est une force, c'est une puissance assez incroyable. C'est que tu vas voir un film, une bande-annonce sur Instagram d'un film, tu vas pas forcément aller le voir, mais s'il y a un de tes potes qui allait voir le dernier film à la mode, il t'en parle, t'as qu'une envie, c'est d'y aller au ciné, quoi. Exactement. En fait on est tous commerciaux dans le monde, on est tous des vendeurs. On est tout le temps en train de se vendre auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès de nos chéris. On est tout le temps en train de se vendre quoi qu'il arrive. Donc en fait, nous on a des activités en plus où on le fait naturellement au travail. Et aujourd'hui, la recommandation pour moi, c'est la puissance première de tout entrepreneur. Et quand tu arrives sur Nice, tu as des gens sur Valence qui t'avaient déjà recommandé du monde sur Nice. Pourquoi tu as choisi de venir sur la Côte d'Azur en particulier? Parce que ça peut être challengeant. En tout cas, pour moi, l'immobilier, de ce que j'en connais, il y a Paris qui peut être assez compliqué, et la Côte d'Azur où c'est aussi je sais que c'est un challenge peut-être pour toi, tu l'as peut-être vu comme ça. C'est exactement ça. Moi, je t'avoue que je fais ces 2 ans à Valence où l'agence explose. J'arrive à faire les 2 meilleures années de ma vie dans l'immobilier. Et c'était, tu sais, l'époque après Covid, où on avait tous les Parisiens qui descendaient avec le TGV dans la Drôme provençale pour acheter une maison en pierre avec une piscine. Donc ça se vendait
comme des poches au chocolat. Et là, je marchais sur l'eau, quoi. C'était extraordinaire. Je me disais, ça y est, Boris, il a réussi. Et après, naturellement, je t'avoue que je me fais vite chier. Ok. Je me lasse dans le sens où j'aime bien me mettre un petit peu en difficulté, me mettre des challenges. Et là, je me disais, bon, mince, j'aimerais bien aller chercher quelque chose d'un peu plus gros. J'ai des clients qui me demandent de vendre un appartement à Cannes. Ou si je connais quelqu'un pour vendre un appartement à Cannes. Et je leur dis, écoutez, oui, moi, Allez. je prends le challenge. Et ils me font confiance. Je leur dis, écoutez, je ferai tout ce que je peux pour vendre votre appartement. Et je descends pour la première fois sur la Côte d'Azur avec ma voiture. Je prends cet appartement, je le vends au bout d'un mois et demi. J'y suis allé 3-4 fois du coup pour les visites, pour le rendez-vous chez le notaire. Je t'avoue que j'ai kiffé la région. Et je me suis dit, putain, je partirais bien tenter quelque chose sur la Côte d'Azur. Je l'ai fait à Valence. Certes, c'était dur, mais ça sera peut-être un peu plus dur sur la Côte d'Azur, mais c'est pas impossible. Et j'y suis allé. Et la chance que j'ai eue, c'est de pas savoir à quel point ça allait être dur. Donc j'arrive à Valence, je mets ma maison sur le bon coin, je la vends. Je me dis, allez, je la mets à 9h30 avec mon café en pub. Je me dis, si elle part à 14h, enfin, si elle part dans la journée, pardon, c'est un signe. Enfin, pas dans la journée, si elle part à ce prix-là, pardon, c'est un signe. Et comme je viens de le dire, à 14h, j'ai une dame dans la maison qui me signe la maison. Wow. Donc là, je me dis, bon, bah là, je viens de vendre ma maison, j'ai plus de toit, c'est bon, on part. Donc j'arrive sur la Côte d'Azur, effectivement. C'est marrant, dans ton parcours, tu as toujours cette envie d'être au dos au mur. C'est le fait d'avoir peut-être gardé une maison à Valence, tu aurais été dans les moments difficiles plus prompt à rentrer. Ouais, tu sais, l'expression, moi je suis très américanisé, tu sais, l'expression, quand tu veux prendre une île, brûle ton bateau. Ouais. T'as pas de moyen retour. Donc là, je me dis, bah voilà, là, mon bateau, c'est ma maison. Si je le vends, j'ai plus rien à Valence, j'ai pas le choix. Donc j'ai pas d'autre excuse maintenant que de partir là-bas et d'y aller, quoi. Donc je suis descendu avec mon camion de déménagement, j'arrive sur la Côte d'Azur, je m'installe, et là, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, t'es plus personne. Le téléphone, c'est sur la Côte d'Azur, et enfin, on dit la Côte d'Azur, mais partout, les réseaux mettent du temps à se créer. Et donc, du coup, pour pénétrer un réseau, des fois, il y a des histoires de rencontrer la bonne personne, qui te fait rencontrer la bonne personne, et ça peut vite mettre du temps. Exactement, c'est très compliqué. En plus, je connais littéralement personne sur la Côte d'Azur. J'ai juste un ou deux amis qui. Si tu me suivais déjà. Je te suivais sur Instagram, parce qu'un ami qu'on a en commun, David Sitoa, que j'ai rencontré à Bangkok, me dit, mec, t'as la même tête que mon pote de Nice. Et du coup, il m'avait envoyé ton profil sur Instagram. Et j'avais trouvé que ce que tu faisais, c'était hyper cool. Donc ouais, effectivement, je te suivais sur Instagram. Et quand t'arrives, le plus dur en fait, quand t'arrives dans un nouvel endroit où tu veux créer un nouveau business, c'est que ton téléphone il sonne pas. Ou du moins pour moi il sonne plus. Il sonne plus comme avant. Il sonne, mais pour des choses à Valence. Et c'est dur parce que plusieurs fois je me disais, putain, t'imagines tout le business que tu rates là-haut, allez réponds, vas-y. Là-haut tu envoyais le business vers qui? En fait, là-haut, j'avais des personnes de confiance à qui j'envoyais tous les biens et qui s'occupaient de faire les visites, faire les ventes, etc. Donc, je suis sur la Côte d'Azur, je suis tout seul, de nouveau, on recommence. Je suis tout seul sur ma table, dans mon appartement, avec mon agence, en gros, un logo derrière, Azur Real Estate. Et là, nouvelle traversée du désert. Ah oui. C'est compliqué. Et face à des challenges ou des moments difficiles, c'est quoi ta réaction? C'est t'enterrer ou travailler 2 fois plus dur? Qu'est-ce que t'as mis en place? Eh ben, s'enterrer, non, ça c'est sûr que c'est pas le bon moment. Ce qu'il faut en fait, c'est aller serrer des mains. Okay. Parce qu'encore une fois, ça passe. Rencontrer du monde. Ça passe par rencontrer du monde. Il n'y a que ça de vrai. Donc quand t'as le moment où t'es pas bien, que t'as envie de rester chez toi, bah tu te dis non, c'est le moment pour moi de sortir, quoi. Exactement. Donc tu t'habilles, tu sors. Même si t'as rien à faire, tu sors, tu vas dans des parcs, tu vas te balader sur la promenade des Anglais. C'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, allez, pour aller avoir des opportunités professionnelles sur la Côte d'Azur, il faut que j'aille fréquenter des endroits qui sont fréquentés par des personnes qui ont des moyens, tant qu'à faire, et qui ont des belles maisons à vendre sur la Côte d'Azur. C'est comme ça que je me suis retrouvé à aller m'inscrire à Cap 3000 au Métropolitan, dans l'une des plus belles salles de sport de la Côte d'Azur, parce que je me dis que c'est là-bas, forcément, peut-être que j'aurai des personnes qui me proposeront des opportunités à saisir. Je décide aussi de me mettre au golf, parce qu'on me disait sur la Côte d'Azur, là où les contrats ils signent, c'est sur la voiturette des golf. Donc ce sport pour moi à la base, ce sport de vieux, je me disais mais je vais aller jouer au golf. Et en fait, j'y suis allé. J'ai pris goût, je me suis amusé, j'ai rencontré des personnes là-bas. Je passais pas mal d'après-midi au golf parce que mine de rien, tu rencontres plein de personnes. Et en fait, juste tu ressors tes qualités humaines. Et il faut pas arriver en mode directement, voilà, j'ai ça à vendre. Ou je prenais ma carte, machin, ça marche pas. Mais c'était juste, je prenais le temps de discuter avec des gens, de boire un café avec des gens, de jouer avec des gens. Et j'avais fait des petites balles de golf avec des étuis de 3 balles où j'avais logoté dessus mon agence et mon numéro de téléphone avec mon site internet. Et du coup, quand je jouais avec quelqu'un,
plutôt que de donner ma carte à la fin, je donnais ce petit étui de 3 balles de golf avec mon logo et mon numéro. Et indirectement, ils comprenaient, parce que c'est pas des gens bêtes, que j'avais une agence immobilière. Et ça, en fait, ça a été le petit game changer. Ouais, t'es pas celui qui va leur demander, mais finalement, c'est eux qui finissent par te demander, quoi. Ouais, parce que dans une partie de 4 heures de golf, tu discutes de tout. À la fin, tu les tutoies, tu pars, tu leur fais la bise, quoi. Et de passer par là, en fait, c'était beaucoup moins agressif que de faire de la prospection et de mettre des flyers dans des boîtes aux lettres. Que ça, j'avoue, je sais pas faire. Parce que ça me ressemble pas. Ça te ressemble pas. Et donc t'as fait avec le golf, la salle de muscu, la bachata. Il y a des choses qui ont plus fonctionné que d'autres, quoi. Alors le salsa, c'est pas la bachata, la salsa, c'est parti d'un pari avec des amis d'aller jouer là-bas. Mais non, ce qui a le plus marché en fait, c'est je me fixais des objectifs, comme pour les appels. Je me disais, allez, aujourd'hui, parce que le Bon Coin, ça marche pas sur la Côte d'Azur. Ça, c'est très compliqué. Tu peux pas appeler. La différence aussi entre Valence et la Côte d'Azur, c'est qu'à Valence, il y a 2 agents immobiliers pour 10. Sur la Côte d'Azur, il y a 9 agents immobiliers pour 10. C'est énorme. Donc, je me disais, il faut que j'aille serrer des mains. Il faut que j'aille rencontrer des gens. Donc je me forçais à partir tous les matins de chez moi et aller discuter avec 10 personnes. Est-ce que tu as remarqué, nous on le voit dans notre activité, que pour créer la confiance avec quelqu'un, derrière un écran, quelqu'un qui commence à te suivre, ou tu commences à créer un peu, à suivre la personne via les réseaux, il lui faut 6 mois avant de commencer à te contacter pour débuter. Ça met du temps. Alors que tu rencontres quelqu'un demain à la salle, il peut débuter son challenge ou son programme le lendemain. Tu as vu ça aussi, le fait de serrer des mains, de rencontrer les gens en physique, que c'était beaucoup plus rapide? Ça n'a rien à voir. T'as créé une interaction avec les gens. Et en plus, aujourd'hui, dans ce monde où on est tout le temps derrière des écrans, tu les vois, dans les transports, les gens ils sont sur leurs écrans, les gens ils marchent dans la rue avec leur téléphone, des fois ils sont à 2 doigts de te rentrer dedans, même dans les cafés ou quoi. Et en fait, les gens, tu te rends compte que ça leur fait du bien, des fois même de passer cette barrière avec eux, et toi de faire le premier pas. Parce que les gens n'oseront pas. Donc toi, il faut que tu sois un peu introverti, tu fasses le premier pas, de rentrer un peu dans leur cocon, de discuter, de dire bonjour, c'est joli, vous avez des belles baskets, machin, tu discutes, tu parles de la pluie, du beau temps. Enfin, tu trouves quelque chose à raconter, et puis moi, je me force pas à le faire. Non, j'aime naturellement. Et tu t'intéresses. Tu le fais pas juste tu t'intéresses vraiment à la personne. Exactement. Et il s'avère que des fois, ça part dans une direction qui est super, d'autres fois tu restes en contact avec peut-être les réseaux. Et puis pas avoir peur aussi, tu sais, notre génération, la prospection, c'est les réseaux sociaux. Quand tu as envie de discuter avec quelqu'un, écris à quelqu'un sur un message avec Instagram ou autre, est-ce qu'on peut se boire un café, comme j'ai fait avec toi. Je lui dis, tiens mec, il paraît que tu me ressembles. Je t'ai envoyé un message sur Instagram. Si tu veux, on se fait une séance de sport ensemble. Ça sera rigolo de pouvoir discuter. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exact. Et que maintenant aujourd'hui on est amis et qu'on partage ce podcast ensemble, quoi. T'imagines. Non, mais ça a mis combien de temps à décoller du coup sur la Côte d'Azur? Ça a mis vraiment à décoller, ça a mis 6-9 mois à vraiment commencer à avoir de la recommandation, à avoir des ventes. En fait, il s'est passé quelque chose aussi, c'est que je me rendais compte que j'allais rien réinventer à l'immobilier. On est plus de 600 agences immobilières sur la Côte d'Azur. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux trouver quelque chose qui fait que je vais me différencier des autres agences immobilières. Tu dois toujours essayer de penser en dehors des cases, quoi. Think outside the box. Et là, j'ai découvert la nue propriété. À force de traîner avec des vieux au golf toute la journée, je me rendais compte qu'ils avaient un vrai problème, c'est qu'ils avaient besoin de liquidité, mais qu'ils n'avaient pas d'acheteurs, comme par exemple en viager. Il n'y a que le viager. Quand tu es un senior, que tu veux rester chez toi et que tu veux toucher des sous, il n'y a que le viager qui existe. Sauf qu'aujourd'hui, le viager a une très mauvaise connotation, une mauvaise pub, avec les personnes qui ne payent plus les rentes viagères, etc. Et les seniors n'ont pas envie d'avoir cette personne qui mise sur leur mort. Je vois le... Voilà, donc j'ai des rencontres. On fait que sur la Côte d'Azur, j'ai rencontré des directeurs de banques et de fonds d'investissement qui sont basés à Paris, qui m'ont dit que ce qu'ils font, en fait, ils achètent la nue propriété des biens des seniors en leur laissant l'usufruit. Tout simplement, c'est un exemple bête. T'as 80 ans, Flo, t'as un appartement à 1 million d'euros à Cannes, t'as pas d'héritier, tu veux rester dans ton appartement, mais t'as besoin de sous, et ben tu m'appelles. Ton appartement à 1 million d'euros, je lui applique une décote de 35%, je te donne 650 000 euros tout de suite, le fonds devient propriétaire de ton appartement, et toi, tu as la jouissance de ton bien. C'est-à-dire que tu restes dans ton bien jusqu'à la fin de ta vie, mais tu as accepté pour que quand tu décèdes, le fonds d'investissement récupère ton bien, une baisse du prix de 35%. Et tu n'as plus de taxes foncières à payer, tu n'as plus de charges, et tu as juste à kiffer ta vie, en fait, et profiter de ton argent, t'acheter un nouveau sac de golf, et ça, il n'y a pas grand monde sur... J'étais extrêmement surpris, et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y avait si peu de personnes qui exploitaient cette niche. Donc je suis allé à fond dedans. J'ai encore une fois dû faire quelque chose de différent, c'est que j'ai appelé BFM Nice Côte d'Azur
en leur disant que j'étais la référence sur la Côte d'Azur de la nue-propriété, qu'il fallait absolument que j'explique ce qu'était la nue-propriété à la télé pour que toutes les personnes savent ce que c'est. Et ils ont adoré en fait le concept, ils n'en avaient jamais entendu parler eux non plus, et ils m'ont proposé de venir enregistrer une émission de 7 minutes avec eux dans les plateaux de BFM Nice Côte d'Azur, d'ailleurs qui sont pas très loin là derrière. Et en fait, quand l'émission a été diffusée au journal le matin, le midi, le soir, c'est là où mon téléphone a commencé à sonner et tous les petits seniors qui voulaient prendre des sous sans faire du viager ont commencé à m'appeler et c'est là que ça a vraiment explosé. En plus c'est un marché qui est assez particulier, les personnes âgées, mais justement le fait de tenir parole sur ce que tu fais, tout ce que tu as pu mettre en place auparavant a dû très bien fonctionner avec eux et c'est des personnes qui quand elles sont satisfaites elles recommandent énormément. Ouais, c'est des personnes qui sont très très dures, elles ont beaucoup de mal à te faire confiance parce qu'en plus elles ont toujours la copine, le copain, Janine, Pierre, Paul qui dit fais attention patati c'est une arnaque et compagnie. Par contre une fois que tu fais les choses, qu'il y en a juste quelques-uns qui te font confiance, que tu fais les choses, que tu vas au bout et qui prennent leur argent, la question qu'on me posait le plus à la fin c'était mais Boris pourquoi on n'a pas su que vous existiez avant parce que là, j'ai 85 ans aujourd'hui. J'aurais tellement aimé vous connaître à 78 ans et avec les sous, pouvoir aller faire un safari en Afrique, par exemple. Wow. Et du coup, c'est devenu un peu une mission de me dire, bah allez, je vais essayer de faire voyager le plus de vieux possible. C'est beau ce que tu me dis. Parce que non, mais c'est moi, tu connectes aussi ce que tu fais concrètement avec une mission qui est plus profonde. Ouais. Et je pense que c'est ce qui peut manquer aussi à un moment donné, parce c'est super d'avoir des business, de faire des ronds, de pouvoir faire vivre ta famille, mais je pense que de le faire aussi pour une raison plus profonde, ça te bouge et ça te force à te lever tôt le matin pour tout ça, quoi. Exactement. Et puis du coup, j'en avais un petit peu marre, tu sais, d'être l'étiquette agent immobilier sur la Côte d'Azur. Là, du coup, ça me permettait de pouvoir dire, je redonne la liquidité aux seniors. Et c'est des petits mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Les gens te posent des questions derrière. Faut faire amener les gens à te poser des questions. Et puis, c'est comme ça qu'après, ça se fait. Et l'effet boule de neige marche magnifique. Tout seul après. Bon, on va arriver sur la fin de ce podcast. J'ai quelques petites dernières questions pour toi parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que c'est ça, 2022 que tu es arrivé. C'est ça, octobre 2022, je suis arrivé sur la Côte d'Azur. Et du coup, pour Boris, c'est quoi un peu le futur toi qui aimes le challenge, comment, vu que tu as su faire ton trou ici sur Nice, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Écoute, pour l'avenir, j'aimerais vraiment renouer avec l'étranger. Tu vois, depuis ici, en pouvant rester ici, vivre ou même parfois partir quelques semaines à l'étranger, je veux renouer avec ça. La France, c'est extraordinaire. Ce pays m'a tout donné. On a plein de choses, plein de points positifs en France pour se lancer, se développer. Tu vois, c'est pas risqué de lancer une société en France. C'est même pas risqué d'aller faire des études aux États-Unis en demandant un faux crédit. Voilà. En fait, t'as un petit filet de sécurité en France qui fait que tu peux pas vraiment, tu sais, mourir de faim dans la rue ou quoi que ce soit. T'as des associations, t'as plein de choses. Donc moi, j'encourage tout le monde à se lancer, à entreprendre, à créer quelque chose qui vous fait envie, à foncer dans une activité à fond. Mais moi, là, aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de... je suis arrivé à la fin de ces 3 ans, j'ai des cycles de 3 ans un petit peu. Je suis arrivé à la fin de ces 3 ans que je suis sur la Côte d'Azur, où là, aujourd'hui, l'immobilier me plaît, mais me remplit plus l'immobilier traditionnel sur la Côte d'Azur de transactions et de démembrement. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre là avec ces fonds d'investissement. Maintenant, j'ai une personne avec que je suis en train de former pour qu'elle s'occupe de ça. Et là, ce qui me plairait aujourd'hui, c'est de monter un pôle d'investissement à l'étranger pour les Français qui souhaitent investir dans l'immobilier à l'étranger. Énorme. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et puis une partie aussi, j'aime tout ce qui est, tu sais, le développement personnel, on en parlait, le mindset, faire tout ce qui est préparation mentale, potentiellement, pour des personnes qui ont envie de passer une next step dans l'entrepreneuriat, par exemple. Quelqu'un qui veut passer d'auto-entrepreneur à société, quelqu'un qui ose pas se lancer dans quelque chose, et pouvoir peut-être l'accompagner, tu vois, pour lui donner le schéma à suivre. D'être la personne qui est dans les oreilles dans ton champ de coton, quoi. Exactement, être peut-être la personne que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé mon activité en France et que j'étais pas structuré, que je savais pas où j'allais, que je savais pas ce qu'il fallait que je fasse, juste pour prendre une torche de lumière, éclairer le chemin de cette personne et lui dire, écoute, passe par là, fais ça comme ci, fais ça comme ça, et tu verras, tu vas exploser. Magnifique. Hâte de voir la suite, Boris. Et pour vous tous, vous avez pu constater dans tout type de parcours entrepreneurial, il y a toujours des hauts, il y a des bas, mais c'est dans les bas qu'on apprend énormément. Il y a le fait et ce que j'ai apprécié avec ton parcours, c'est cette capacité que tu as à te mettre dos au mur et de foncer et te dire, en fait, il y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Et du coup, il y a de belles choses qui arrivent, de très belles choses qui arrivent, j'imagine, pour toi, Boris, et hâte de pouvoir refaire un petit podcast ensemble. Il y a quelque chose qui est hyper important, tu vois, sur le petit conseil de la fin, c'est il faut
échouer big, échouer vite et échouer beaucoup de fois pour réussir. Parce que pour moi, le succès, c'est dans l'échec. Merci Boris, à très vite. Merci Flo.